Bonjour Emmanuelle Galichet. Bonjour. Vous êtes enseignante chercheuse en sciences et technologies nucléaires au CNAM. Bienvenue sur Radio Classique. Je vous ai vu réagir sur la chronique de Jim Jarassé à l'instant, sur les propos d'Emmanuel Macron, sur cette mise en scène. Avec votre regard d'experte en nucléaire, Emmanuel Macron a notamment parlé de dissuasion, on le disait. Quel regard vous portez justement sur tous ces propos, cette mise en scène ? Oui, effectivement, c'est vraiment l'incarnation. La dissuasion nucléaire est évidemment l'incarnation de la souveraineté nationale, et on a hérité ça du général de Gaulle. Pour moi, souveraineté, ça a vraiment un sens. Et du coup, je trouve que on l'avait un peu perdu. On a perdu cette cohésion d'un pays démocratique. Et la souveraineté, ça veut dire je protège mon peuple et mes intérêts, les intérêts du pays. Et là, effectivement, c'était cela, hier soir. Et je protège l'Europe aussi, c'est un peu ce qui a été évoqué en début de semaine. Absolument. Sans parler de parapluie européen, évidemment, pour l'instant. Est-ce que c'est possible ? Alors c'est possible. Avec l'arsenal français. Oui, alors il y a deux piliers. Il y a la possibilité technologique, industrielle, de l'arme, du nombre de têtes, etc. Et puis il y a la possibilité politique. Là, pour le coup, vous voyez il faut vraiment les mettre à part tous les deux, parce que effectivement, techniquement, industriellement, on est capable d'avoir un arsenal qui puisse dissuader l'ensemble de nos ennemis pour l'Europe. Par contre, sur la dimension politique, il faut qu'il y ait le mot clé, c'est confiance entre les alliés, pour qu'il y ait une collaboration et que chacun reste intéressé par la dissuasion nucléaire, par la sécurité de l'Europe. Et ça, c'est tout à créer. Emmanuelle Galichet, vous êtes donc, je rappelle, enseignante chercheuse en sciences et technologies nucléaires. On vous a invité évidemment pour parler de cette guerre en Iran, ce Moyen-Orient qui s'embrase 5 jours après le début de l'offensive américano-israélienne, offensive dont l'origine, on l'aurait presque oublié, était ce fameux enrichissement de l'uranium iranien. Le pays n'était plus qu'à 1 mois, voire 1 semaine d'obtenir les matériaux nécessaires à l'arme nucléaire selon Washington. Des versions divergent. Et est-ce que cette hypothèse est plausible ? Alors, quel que soit, j'ai envie de dire, en fait, qu'on soit à 1 semaine, 1 mois ou 1 an, la question est toujours ouverte. Et ça fait 40 ans qu'elle est ouverte. Le président l'a bien dit hier soir aussi dans son discours, c'est bien la République islamique d'Iran qui est à la base de tout ce conflit, parce qu'effectivement, ils avaient envie de bafouer un traité qui est absolument fondamental. On sait qu'aujourd'hui, les traités sont beaucoup bafoués, mais quand même, le traité qui s'appelle le TNP, le traité de non-prolifération, ils l'ont signé et ratifié, et donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas le droit d'aller enrichir au-delà d'un usage civil qui est à peu près 20%. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, depuis quelques mois, années, était en train de dire « Attention, il y a quelque chose qui se passe ». Et effectivement, avant la guerre des 12 jours, ils avaient des preuves... Au mois de juin, je précise. Oui, voilà, absolument, au mois de juin, en 2025. Ils avaient des preuves techniques fondées, complètement transparentes et neutres, que l'Iran enrichissait au-delà d'un usage civil, c'est-à-dire au-delà de 60% même. Et aujourd'hui, est-ce que l'AIEA a une idée de l'état de progression de l'Iran, de l'enrichissement de cet uranium ? Non, effectivement, c'est vraiment un point bloquant. Ça fait donc depuis effectivement le mois de juin que l'AIEA, dans ses rapports et dans ses communications officielles, dit qu'ils ont perdu la continuité de la connaissance sur l'enrichissement iranien. Ça veut dire que l'Iran leur a défendu l'accès aux sites qui ont été bombardés. Ils ont pu aller sur d'autres sites, par exemple la centrale de Boucher, depuis le mois de juin, ils y sont allés. Mais ceux qui ont été abîmés, détériorés par les frappes de mois de juin, ils ont été interdits d'accès. Et l'autre point, c'est les fameux 440 kilos d'uranium enrichi à 60%. On ne sait pas, et l'AIEA le dit très clairement, nous ne savons pas où ils sont. Nous ne savons pas où ils sont. Dernière question sur ces bombardements là de ces derniers jours. On a vu la carte d'Iran, s'allumer en plusieurs points, et notamment des points extrêmement sensibles. Qu'est-ce que vous retenez de ces bombardements ? Qu'est-ce qu'ils disent sur le programme nucléaire iranien ? Alors ils disent, mais on le savait déjà, parce que depuis quelques semaines, on voyait les images satellites où on revoyait des toits qui se construisaient, des choses comme ça, sur en particulier Ispahan et Natanz. Donc qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit qu'ils ont continué
ils ont continué à reconstruire, continuer à enrichir, je n'en sais rien, je ne m'avance pas, mais en tout cas, ils étaient dans une optique de reconstruction des sites détruits. Et puis, on voit à Natanz, on voit vraiment des frappes très précises de la part d'Israël sur les 2 portes d'entrée des souterrains de Natanz vers les centrifugeuses. Ça veut dire qu'ils ont une connaissance exacte, grâce à leurs espions, une connaissance exacte des installations nucléaires iraniennes. Une bonne partie de l'uranium enrichi a été dispersée, cachée, donc non détruite lors des frappes. C'est ce que plusieurs experts avancent désormais. L'Iran pourrait être en mesure de fabriquer, d'enrichir à nouveau son uranium, de fabriquer des bombes. Alors, ça, c'est une très bonne question. Pour l'instant, tant que, effectivement, on n'a pas des experts de l'AIEA qui vont sur place pour inspecter tous les sites et pas seulement ceux que on connaît, qui sont dans les rapports. Le problème, c'est que l'AIEA n'a pas d'espions, évidemment, et en fait, dans le protocole d'accord du TNP, du traité de non-prolifération, c'est à l'Iran à déclarer ses installations auprès de l'AIEA pour qu'ensuite il y ait une collaboration et que les experts puissent y aller et mettre aussi des caméras, par exemple. Mais ça, il faut que l'Iran le fasse. Donc, hier soir, il y a eu un fameux site secret, soi-disant, Israël dit cela. Bon, je n'ai aucune information vraiment neutre et claire et transparente du fait que ce site existe. Mais en tout cas, l'Iran nous a habitués à avoir des sites secrets. Et avec de l'uranium enrichi. Et avec de l'uranium enrichi, il y a eu même des traces, dans un certain rapport de l'AIEA, il y a même des traces, alors on ne sait pas exactement, mais des traces à 80% d'enrichissement. Donc vous voyez bien que ça peut être des recherches et développements, bon pourquoi pas, mais on a un très très sérieux doute. Et cet uranium enrichi peut se retrouver, tel qu'il est aujourd'hui, on peut le mettre dans des missiles balistiques, dans des sous-marins, des bombardiers stratégiques, concrètement. Alors, concrètement, est-ce que ça permet de fabriquer une bombe ? Alors, ça permet d'avoir la matière pour fabriquer une bombe. Oui. On n'a pas terminé l'aventure, entre guillemets. Quand vous avez de la matière, ensuite, il faut elle est pour l'instant sous forme de solide, d'abord en gaz dans les centrifugeuses, puis après, à l'air ambiant, elle se solidifie. Donc ensuite, il faut la métalliser, c'est-à-dire il faut faire encore de la métallurgie pour en faire un métal, pour pouvoir faire le cœur de la bombe. Et puis après, il y a tout ce qui entoure, c'est-à-dire il faut une amorce explosive, il faut effectivement, comme vous le disiez, un missile capable de transporter ce genre d'armes. Tout ça n'est pas facile. En général, on dit qu'on attend d'avoir un essai nucléaire pour s'assurer... pour dire qu'un État est capable d'avoir une bombe nucléaire. Il semble que l'Iran, pour l'instant, ne l'ait pas fait, mais bon, on n'est pas bien sûr. En tout cas, la matière à 440 kilos, ça permet, si vous allez jusqu'au bout, d'avoir une petite dizaine de bombes atomiques réelles. Les États-Unis, Israël ont pilonné non seulement des bases, mais aussi des localisations de scientifiques. Beaucoup de chefs ont été éliminés depuis notamment cette guerre des 12 jours au mois de juin dernier. Quel est l'état du vivier scientifique iranien ? Oui, alors ça c'est une très très bonne question. Évidemment, je le dis tout le temps, c'est pas parce qu'on détruit des installations industrielles qu'on détruit la connaissance. La connaissance c'est beaucoup plus difficile. Je le dis parce que il faut bien se rendre compte. En Iran, c'est plus de 230 000 ingénieurs formés par an sur le sol iranien. Nous en avons moins de 50 000 formés par an. La Chine, 1 million. Les États-Unis, plus de 130. Vous voyez que l'Iran est dans une position où pour eux, l'industrie de haute technologie, en particulier sur le balistique et sur le nucléaire, c'est vraiment leur base d'existence. Et donc, ça va être difficile. Effectivement, au mois de juin, il y en a une bonne grosse dizaine qui ont été assassinés. Dans le passé également, depuis les années 2010, même avec les sanctions, je vous rappelle que les sanctions internationales, il y a une création de listes de scientifiques interdits d'avoir à l'étranger, de déplacements, etc. Donc, ils sont identifiés, mais derrière, vous avez la relève.
Une précision justement sur ces scientifiques qui sont formés en Iran ou est-ce que ce sont des profils d'anciens étudiants qui ont voyagé à travers la planète? Oui, ça aussi c'est une très bonne question. Dans le passé, l'Occident a accueilli un certain nombre d'Iraniens et même d'autres pays qui sont venus faire effectivement leur doctorat, leur diplôme d'ingénieur en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis et qui ensuite sont repartis. Ça s'appelle la diplomatie scientifique. C'est comme vous le disiez, le soft power, nos universités, l'universalité des formations occidentales. Depuis, évidemment, la République islamique, nous n'avons plus, d'ailleurs, dans les accords Vienne, regarde ça, moi, par exemple, chez moi, dans mes formations, je dois donner les nationalités des étudiants étrangers. Donc, c'est extrêmement regardé de près par l'agence et verrouillé. Mais aujourd'hui, l'Iran a son système, comme je vous le disais, son système universitaire qui forme plus de 230 000 ingénieurs par an. Ils n'ont plus besoin de nous. Un chiffre considérable, effectivement. Absolument. Emmanuelle Galichet, enseignante chercheuse en sciences et technologies nucléaires au CNAM. Merci beaucoup d'être venue ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée. Bonne journée, merci.